bonsoir, on commence ensemble et j'espère que d'autres pourront nous rejoindre. Alors, ce soir, j'ai fait une petite séance, je vous ai proposé une petite séance qui va durer 45 minutes. Nous allons traiter de la bio d'un joueur, donc en l'occurrence ça va être Tony Parker. Si vous voyez derrière moi, voilà, c'est la salle, il apparaît ici. Ça va être Tony Parker. On va s'intéresser déjà à tout son parcours. J'ai trouvé une vidéo qui va pouvoir nous montrer tout ça. Je vais l'accepter, voilà. Et je vais également me servir de la bio de Tony Parker pour aller bifurquer sur le thème du tir. C'est-à-dire que Tony a eu, à un moment donné dans sa carrière, des petits soucis de régularité dans le shoot. Et donc il a fait appel à un coach qui lui a fait reprendre tout depuis le début. Donc il a accepté de repartir depuis zéro. Ça, on va le voir. J'ai trouvé une petite vidéo qui, je pense, va vous intéresser. C'est les 10 conseils de Tony Parker. Ça fait du bien aussi de voir que certains joueurs pro peuvent avoir des choses à proposer, ou en tout cas des conseils à donner. Ça peut être assez intéressant. Alors évidemment, il n'est peut-être pas question encore pour vous d'avoir une quelconque ambition de devenir pro, mais juste se dire, tiens, un joueur que j'aime beaucoup, je peux m'en inspirer. On finira par la troisième partie, qui est du coaching mental. Et cette semaine, j'ai décidé de vous parler de vaincre la peur de l'échec. Allez, on part tout de suite. C'est parti avec Tony Parker. Moi, pour moi, le bonheur, c'est être avec ma famille, tu vois, être avec mes amis, essayer de bien jouer au basket, essayer de gagner un titre, tu vois. L'argent, bien sûr que c'est bien, mais ça fait pas tout. J'essaie de marquer l'histoire. C'est vrai que c'est une motivation qui me pousse justement à toujours essayer d'aller plus vite que les autres et d'arriver le plus haut possible. Je veux jouer à NBA, c'est mon objectif. Et donc c'est clair que je vais me donner les moyens. C'est pas parce qu'il y a les contrats, de l'argent, tout ça que ça passe en premier. Moi, le basket, pour moi, c'est un plaisir, c'est un jeu, quoi. Tu vas devenir peut-être le sportif français le plus payé de toute l'histoire du sport français. Tu le réalises, ça? Ça, je m'en fous carrément, ça. Je serai peut-être au même niveau que Zidane, mais les gens me connaîtront toujours moins que Zidane parce que moi, je suis aux États-Unis. Moi, j'ai eu de la chance, tu vois, de gagner de l'argent aux États-Unis. Maintenant, si je peux redonner en France et aider mon club, je ne vais pas faire payer mon club un salaire. Donc pour moi, c'était logique de jouer au minimum de salaire de proie.
rage de vaincre, ma soif de victoire et de titre. J'essaye de déteindre sur eux. Je leur parle tous les jours. J'ai toujours rêvé d'avoir mon propre club de basket. J'ai toujours eu ce sentiment que j'avais un peu envie de redonner à la France par rapport à tout ce que j'ai reçu. Quand tu regardes l'histoire et tu regardes les joueurs qui ont gagné 4 titres, la liste se rétrécit très très vite. Et des fois j'ai du mal à imaginer quand je vois mon nom à côté de tout ça et je me dis que voilà, je vis des moments incroyables et j'apprécie chaque moment. C'est comme ça, la vie sportive, de toute façon, tout s'enchaîne. Et donc, c'est vrai que c'est pas facile de quitter ta famille alors qu'il a que 5 jours, ça c'est sûr. Mais bon, après, c'est ma dernière en équipe de France, c'est ma dernière compète. Donc, j'ai envie de terminer en beauté. Au début, on le savait, hein, mon plan c'était de rester 20 ans aux Spurs et de finir là-bas. Voilà, après, la vie, le business fait que voilà, tu t'adaptes et tu changes de direction. Donc pour l'instant, je préfère dire, tu sais quoi, je joue cette année et après on verra l'année prochaine comment ça se passe, si je me plais ici, si ça se passe bien avec ma famille, tous les trucs comme ça. Donc je préfère y aller maintenant, une saison par saison. Moi, j'ai été toujours très très attiré par le monde de l'entreprise et donc un centre de formation, ça existe déjà. Les grandes écoles, ça existe déjà. Nous, on a voulu relier les trois en fait, l'école, le sport et le monde de l'entreprise. La story de Tony Parker. Alors j'espère que vous l'avez aimé parce que tout simplement déjà c'est certainement l'un des meilleurs basketteurs français, en tout cas le plus titré, ça c'est sûr. Il a eu les mots très forts à la mi-temps d'un match qui est resté dans les annales et grâce à lui et grâce à ses mots et ensuite grâce à toute l'équipe en deuxième mi-temps, la France a pu battre l'Espagne et devenir ensuite championne et gagner la médaille d'or. Et c'est ce que je vais vous proposer tout de suite, de regarder cette vidéo où vous le voyez dans les vestiaires et vous voyez ce que c'est un capitaine. Alors attention, là on est au niveau pro et au niveau pro international. Mais vous voyez ce que c'est qu'un capitaine d'équipe. Il y a un gars qui va rentrer dans les vestiaires et qui va essayer de piquer au vif ses coéquipiers. Allez. Réveille les gars. Franchement, on joue comme si on avait peur. Moi, je parle pas de l'attaque. Hein. Moi, c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les pick and roll, on les laisse chuter à 3 points. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Faut qu'on joue plus physique que ça. La Slovénie, on a joué physique. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. Donc qu'est-ce qu'on... Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en se battant. Pas comme ça là. Là on se fait défoncer là. C'était, je crois, le plus grand moment de ma carrière en équipe de France. C'était de trouver les mots justes pour piquer mes coéquipiers dans leur fierté. Pour qu'en deuxième mi-temps, on fasse la meilleure mi-temps de l'histoire du basket français. Hey, plus rien à perdre maintenant, plus rien à perdre. On joue. Le goal, France. Antoine, t'as un tir, tu le prends. Alexis, t'as un tir, tu le prends. On n'a plus rien à perdre maintenant. Let's go. Et tu sais quoi, Nando, Antoine,
Annonce des trucs pour Nico, pour Bobo, une fois sur 5 pour moi. Oublie-moi. Révoltée, la France pousse son meilleur ennemi à disputer une prolongation qui sera étouffante. En 4 minutes, il ne marque pas un panier. Tu te sens puissant en défense parce que tu dis ouais, ça fait 3 stops, 4 stops, 5 stops, 6 stops de suite. Donc tu as l'impression d'être limite invincible maintenant en défense, qu'ils ne peuvent plus marquer, ils n'ont plus de solution. C'est là où tu vois toute la rage et les émotions qui sont sorties après ce match-là. Parce que c'est l'équipe qui nous a barrés pendant longtemps. Et c'est ça qui est beau dans notre histoire. C'est que l'Espagne, ils nous ont vraiment poussés à devenir une meilleure équipe. C'était super. Maintenant, il faut gagner le dernier. Il en reste un. Concentré pour le dernier, les gars. C'est à ça qu'on pense. Pas à la victoire. Au prochain match. C'est fini ce soir. On vient de voir une séquence qui est quand même super intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on a un capitaine, donc, qui le dit lui-même, il a essayé de piquer ses coéquipiers, et de toute évidence, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, et ils ont recommencé à jouer en équipe, ils ont recommencé à se battre, et surtout, personnellement, je me rappelle très très bien de cet instant-là, dans la prolongation, l'Espagne, effectivement, ne met plus un panier, parce qu'on avait l'impression que les Français marchaient sur l'eau. Ils avaient réussi à tout bloquer en défense, et quand ils prenaient des tirs, c'était toujours des bons tirs, c'était toujours des actions construites. Et comme il l'a dit, je ne sais pas si vous avez noté ce qu'a dit Tony, et à un moment donné, il a dit à l'autre meneur, Nando De Colo, il lui a dit « Oublie-moi, joue pour les autres ». Parce qu'il savait très bien que les Espagnols allaient certainement beaucoup défendre sur lui. Et ça, c'est vraiment très très bien. On va toujours laisser Tony Parker parler. Je vais vous partager la 3e vidéo, qui est une vidéo de conseil. Et vous allez voir qu'il y a des choses très intéressantes, parce que bien sûr, c'est un sportif de haut niveau. Bien sûr, il pourrait être dicté uniquement par ses performances et la réussite, mais pas que. On voit que c'est quelqu'un qui aime bien partager, et c'est quelqu'un qui essaye toujours de rendre les autres meilleurs. Et ça m'intéresse plutôt pas mal. Je vous partage la 3e vidéo tout de suite. Bon, alors ici, c'est notre salle d'entraînement. On a 2 terrains. 2 terrains, on a 6 paniers. Aujourd'hui, c'est jour de repos. Mais Parker est venu pour une séance de tir sous les ordres de Chip Engeland, entraîneur adjoint et surtout grand spécialiste du shoot. C'est lui qui a aidé Parker à franchir un palier. En 2005, j'étais capable de faire des matchs à 30 points, mais après, le lendemain, mettre 8 points parce que j'étais pas assez régulier avec mon tir extérieur. Et donc, les Spurs, ils ont engagé Chip, qui a travaillé avec Steve Kerr et Grant Hill pour me faire passer à l'étape supérieure pour être All-Star. The first questions we talked about is, how good do you want to be? Do you want to be great? Or you just want to be good? There's a big difference. And the work, always striving to improve. The best thing is you wanted to improve. That's the big deal. Not everybody wants to. They may say they want to, but they don't know what that means. Because with improvement comes successes and failures.
We've had plenty of ups, but we've had our downs too. J'avais pas peur d'être pas bon pendant un certain temps pour être après encore meilleur. J'avais pas peur de ça. Et quand tu as envie de faire partie des meilleurs, et bah, des fois il faut faire des sacrifices et je pense que ça c'est une des meilleures décisions que j'ai prises pour changer ma technique et ne pas avoir peur de ne pas mettre de tir pendant 3 mois parce que je savais que ça allait m'apporter après. Le Bass Cup, c'est un projet qui est né il y a 2 ans. Faire un dessin animé pour le basket et promouvoir notre sport en France. Et donc je trouvais que c'était une super bonne idée. Moi, en étant fan de dessin animé, j'adorais Olivier Tom quand j'étais jeune. Je me suis dit que ce serait une bonne idée d'avoir avoir un dessin animé pour le basket. Mais il n'y a pas que du basket aussi, hein. Il y a beaucoup d'aventures humaines. On va essayer de faire passer des messages, des valeurs. Comme ça, quand les enfants ils regardent ce dessin animé, ils apprennent quelque chose. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. Donc qu'est-ce qu'on... Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en se battant. Pas comme ça là. Là on se fait défoncer là. C'était, je crois, le plus grand moment de ma carrière en équipe de France. C'était de trouver les mots justes pour piquer mes coéquipiers dans leur fierté. Pour qu'en deuxième mi-temps, on fasse la meilleure mi-temps de l'histoire du basket français. Allez, plus rien à perdre maintenant. Plus rien à perdre. On joue. Le goal, pense. Antoine, t'as un tir, tu le prends. Alexis, t'as un tir, tu le prends. On n'a plus rien à perdre maintenant. Let's go. Et tu sais quoi, Nando, Antoine, annonce des trucs pour Nico, pour Bobo, 1 fois sur 5 pour moi. Oublie-moi. On est à 2-0, je suis devant mon ordi, je me dis bon, c'est pas grave, je prends quand même mon avion. En tant que compétiteur, tu penses toujours que tu vas gagner. Même quand tu es à moins de 2-0, là, tu penses toujours que tu peux revenir. Il faut juste qu'on gagne nos matchs à domicile et on peut peut-être essayer de créer l'exploit et rentrer dans l'histoire du basket français. Moi, c'est match par match, donc tu commences avec le Game 3, on gagne de 30 points, donc ça confirme ce que je pensais. Et je me disais dans ma tête, si on arrive à gagner ce match 4, c'est eux qui ont toute la pression sur le Game 5. Tu l'as acheté en 2007 pour une raison bien précise. Ouais, je voulais garder une motivation par rapport à ma carrière. C'est vrai que quand je suis arrivé en NBA en 2001, j'avais 19 ans, j'aurais pu l'acheter directement, mais je voulais justement avoir un objectif. Et voilà, avoir une voiture comme ça se mérite. Et donc j'avais envie de faire partie des meilleurs joueurs au monde avant de m'acheter une voiture comme ça. Je pense pas qu'il jouerait aussi longtemps, je pense pas. Est-ce que les liens d'amitié qui t'unissent à Pierre peuvent interférer des fois dans la relation patron-général-manager? Non, parce que je pense qu'on trouve le juste milieu. C'est un réel plaisir de travailler avec lui, parce que je l'ai toujours connu en tant qu'ami. Je pense qu'il m'a beaucoup influencé dans ma jeunesse, il m'a beaucoup influencé sur mon jeu, sur ma façon de penser, sur ma façon de voir le basket. Je l'ai déjà dit ça à plusieurs reprises. Après, maintenant, d'être son patron, ça n'a rien à voir. Moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je suis pas un tyran. Moi, je suis quelqu'un qui travaille en équipe. J'écoute beaucoup. Et je pense que c'est très, très important d'être bien entouré. Et que si j'ai réussi au jour d'aujourd'hui, c'est que j'ai toujours su trouver les personnes pour m'aider. Parce que tu ne peux pas tout faire tout seul. Et donc, avec Pierre, on a une très, très bonne relation. Jamais je lui imposerai un joueur ou quoi que ce soit. De toute façon, c'est lui qui est en charge du côté sportif. Après, moi, je donne juste mon avis, mais bon, ça sera toujours lui qui aura le dernier mot. Après, j'ai ma photo avec Jordan, quand j'avais 14 ans. Popovic, il me donne tout le temps des livres. Je crois que son dernier livre qu'il m'a donné, c'était Joe Montana, un des plus grands sportifs de tous les temps aux États-Unis, sur sa carrière et comment gagner des titres. Et donc, Pop, à chaque fois, il me donne ça pour que je lise comment il faut être un bon leader, porter son équipe. Donc, il m'offre des livres de leadership. Ouais, parce qu'au début, je ne pensais pas que c'était aussi grave. Et c'est vrai qu'après, avec des examens supplémentaires, j'ai dû me faire opérer, anesthésie générale, et après rester en quarantaine, une semaine dans mon hôtel où je ne pouvais rien faire. Donc c'est vrai que j'ai eu une grosse peur. Mais bon, maintenant, je suis soulagé maintenant. Alors justement, cette quarantaine, c'est quoi? On est enfermé dans une chambre d'hôtel, tout seul. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Tu penses à la vie, hein, comme quoi ça se joue à rien. J'étais à 2 mm de perdre mon œil, donc c'est vrai que tout peut se passer vite dans une vie. Et donc, c'est
Après, tu réfléchis et tu essaies de penser aux bonnes choses qui t'est arrivées et être sûr que tu ne te remettes pas dans une situation comme ça. Parce que j'adore jouer avec les jeunes, j'adore faire partager mon expérience, donner des conseils. Je fais mes camps de basket depuis 5 ans maintenant, en Normandie, à Fécamp, là où j'ai commencé le basket. Et donc, à cette période-là, je me suis dit, voilà, j'aime bien redonner, faire partager. Et donc, je me suis dit, ce serait bien de construire une académie et justement accueillir tous les meilleurs joueurs français et leur faire partager justement toute mon expérience. Et si eux, ils veulent réaliser leur rêve et d'aller en NBA, et essayer de les aider un maximum. Et donc, quand je suis arrivé à Lasvel, c'était un des premiers objectifs et une des conditions. Je leur ai dit, si je viens avec vous, je veux qu'on construise mon académie. Aux États-Unis, de la réussite sportive découle souvent la réussite financière. Parker a pu faire construire la maison de ses rêves sur 14 hectares. Depuis tout jeune dans le game, du basket à la scène, les efforts sont les mêmes, la compète dans les veines, maillon fort de la chaîne, le début de mon règne. Le chemin de la gloire est long, parsemé de peine. Tu vois la réussite, tient peu de choses, 20% de volonté, de sacrifice à haute dose, 20% de talent, 20% de chance, 20% de capacité pour mettre la concurrence. Fais-toi plaisir, gamin, ton destin est dans tes mains. 10% de fun, on est jeune, on a soif de victoire, on a du cœur. On n'arrête pas, Tony P, frérot, j'ai le buzz. I know why, make sure my story's told. My story's told. I'ma give my all 100%, 'cause that's all I know. That's Ouais, j'ai rêvé d'une maison comme ça depuis que je suis tout petit. J'ai dessiné, j'ai fait tous les plans et après je me suis associé avec un architecte pour que ça tienne, hein, parce que je suis pas un pro. 1 an pour faire les plans et 3 ans pour construire la maison. Ah, ok, so from Mapo to the basketball. C'était un long processus, hein, ça a pris 4 ans en tout pour avoir tout ça. Et maintenant, je suis content d'avoir un endroit pour toute ma famille et ils savent que voilà, la maison, c'est pour qu'on se réunisse et qu'on passe des bons moments. Jamais je vendrai cette maison. Hop, retour, voilà, on a fini les 10 conseils de Tony Parker. Alors là, moi je vais avoir une petite question pour vous, on va se prendre quelques minutes, pas longtemps. Qu'est-ce que vous avez retenu? Est-ce qu'il y a un point qui vous a plus marqué, qui vous a plus... en tout cas, il y a eu peut-être un peu plus de résonance en vous. Est-ce que c'est plutôt l'onglet justement réaliser ses rêves? Est-ce que c'est se remettre en question? Est-ce que c'est aider les autres? Est-ce que c'est être un leader? Quel point vous a le plus parlé, on va dire? Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole là? J'ai une question. Oui. À un moment donné, il évoque l'idée de comme quoi il faut savoir être mauvais pendant un temps pour pouvoir être meilleur après. Ouais. Par rapport au basket, j'ai du mal à imaginer comment on peut accepter ou vouloir être mauvais pour être meilleur après. Mais tout simplement. J'ai pas compris en fait ce que vous voulez dire par là. Ouais, alors tout simplement parce que, alors ça va être aussi l'objet du petit sujet que je vous ai préparé juste après, mais tout simplement parce que ils se sont rendus compte que son shoot, donc sa réussite au tir, était beaucoup trop aléatoire. Et à partir du moment où on dit ok, c'est un bon joueur, surtout qu'en plus, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut remettre ça dans le contexte, c'est-à-dire que Tony Parker a été choisi très tôt à la draft par le coach historique, maintenant devenu historique et légendaire des Spurs, qui s'appelle Greg Popovich. Et Tony Parker devenait d'une certaine manière son projet, vraiment son projet club. Et donc évidemment, quand on mise sur un jeune homme, je rappelle quand même qu'il avait une vingtaine d'années à peine quand il est arrivé, et que les années passant, on se retrouve avec certes un bon joueur qui de toute évidence comprend tout, comprend les systèmes, un gros bosseur, tout ce qu'on veut, mais qui n'a pas de réussite, ou en tout cas il a une réussite qui est trop fluctuante, c'est-à-dire qu'il le dit à un moment donné dans la vidéo, je ne sais pas si vous avez noté, il dit il y a des fois je pouvais faire des matchs à 30 points et le lendemain mettre 8 points. Alors évidemment, là, clairement, il y a un problème parce que c'est-à-dire que dès l'instant où on va vouloir jouer des systèmes pour lui, notamment sur des fins de match un peu serrées ou des choses comme ça, il faudrait qu'on puisse s'en remettre à son shoot. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Eh bien, il a décidé de prendre un coach. Alors après, est-ce que c'est lui qui a décidé ou c'est le club qui a décidé? Ça, par contre, j'ai pas l'historique là-dessus.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a accepté de revoir complètement sa mécanique. Et à partir du moment où tu remets en place un nouveau geste avec une nouvelle façon de prendre la balle, peut-être un autre rythme, eh bien, dans ces cas-là, il va falloir accepter que pendant quelques mois, tu puisses tout mettre à côté. Pourquoi ? Parce que tu n'es tout simplement pas encore réglé. Et justement, ce fameux petit réglage, évidemment, c'est plus difficile. Et donc, évidemment, il a pris sur lui de se dire, ok, eh ben, peut-être que cette saison-là, ou en tout cas le début de saison, je vais être complètement à côté de la plaque. Et dans ces cas-là, au coach de ne pas me filer les shoots. Le temps que moi je bosse, et puis ça va revenir. Ça répond ? Oui, merci. Alors, les autres, s'il vous plaît, il y a bien un truc qui vous a plu. Bah, moi, c'est savoir faire des sacrifices. C'est vrai, c'est ça ? Et pourquoi ? Bah, je sais pas, tu fais des sacrifices et ça peut aider les autres. Évidemment. Ouais, complètement. Merci. Et surtout, en plus, alors la notion de sacrifice, surtout quand on est un sportif, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fois, comme on dit, va falloir se faire mal. Mais ça peut être juste avec tout le reste de la vie. C'est-à-dire que si jamais on veut quelque chose de très fort, il y a un moment donné, va falloir mettre ce qu'on aime ou peut-être des choses dans la balance au profit de l'objectif ou en tout cas de ce qu'on aime le plus. C'est-à-dire que si je prends un autre exemple qui n'a rien à voir avec le basket, mais admettons qu'on est quelqu'un qui veuille devenir absolument astronaute, admettons, il y a un moment donné, il va falloir faire les sacrifices nécessaires pour réussir à grimper dans la fusée. Si on ne fait pas de sacrifices, évidemment, ça ne peut pas marcher. J'ai vu que Liam avait allumé son micro. Peut-être que... Oui, mais moi surtout ce qui m'a plu, c'est quand il a parlé à ses coéquipiers, tu vois, parce que je pense... Nous, dans notre équipe, il y en a pas des gars qui font ça. Et je pense que des fois, pour certains matchs, ça serait bien qu'on puisse avoir ça. Alors du coup, je me remets un peu en question, moi aussi. Pas pour prendre la grosse tête non plus. Ouais, ok, non, mais on est en train de discuter, mais t'as raison. Alors, après, il y a une question de légitimité. C'est-à-dire que à un moment donné, il arrive, il a le palmarès et tout ça. Donc ça, on va dire que d'un point de vue légitimité, il l'a. D'un autre côté, il a de l'expérience et cette expérience-là, il a peut-être pu la partager. Les autres aussi, hein. Je rappelle quand même que dans l'équipe, il y a quand même Boris Dio, il y a les frères Pietrus, il y a Nando De Colo, enfin il y a énormément, il y a Batum, il y a du monde. Mais ce jour-là, ça collait pas et il fallait que quelqu'un prenne la parole. Il se trouve que c'est lui qui l'a fait. Sur certains matchs, ça peut être d'autres. Donc pour répondre précisément à ta question, je pense que c'est bien qu'il y en ait un qui prenne la parole. Souvent, c'est vrai que c'est plutôt le gars qui a le plus d'expérience qui va prendre la parole, mais pas nécessairement. Ça peut être sur un point très particulier, ça peut être sur des attitudes, ça peut être sur des choses. Nous, on le dit, je sais que pour ceux qui ont eu Fifi en tant qu'entraîneur, Franck, tout ça, tous ces gens-là au club, là, à Amboise, sont des gens qui sont assez attachés aux valeurs d'équipe. Et à partir du moment où il y a un banc, par exemple, qui est amorphe, qui n'encourage pas les copains sur le terrain, et notamment quand ça devient dur, dès l'instant où on a, alors là c'est pire que tout, les propres coéquipiers qui commencent à dire ouais mais c'est toi qui n'as pas défendu, et puis ceci, et puis cela, alors là par contre, voilà, c'est des choses qu'il faut arrêter tout de suite. Et à l'inverse, prendre la parole, essayer de piquer un petit peu les orgueils, c'est vraiment très bien. Alors, moi, ce qui m'a marqué dans la story là, de Tony Parker, c'est justement ce dont on a parlé avant. Il a, à un moment donné, décidé de revenir complètement en arrière pour travailler son tir. Donc moi, je me suis dit que j'avais envie de vous parler de ça. J'ai identifié 5 trucs pour améliorer votre tir. Et justement, un peu à la Tony Parker, accepter de temps en temps de se dire ok, peut-être que j'ai pris une mauvaise habitude et que je vais pouvoir retravailler dessus. Alors ça nécessite pas mal de travail en solo. Enfin, quand je dis travail, c'est là, attention, on parle quand même d'un loisir et d'un sport qu'on aime. Donc voilà. Mais en tout cas, ça nécessite de faire des efforts et de se dire ok, là, je vais me faire une petite séance et je vais aller shooter X tirs sur le terrain, ou si j'ai la chance d'avoir un terrain dans le jardin, et voilà, je vais m'y mettre et je vais essayer d'améliorer mon tir. Alors, premier
conseil que je peux vous donner, surtout quand vous organisez une session de tir, c'est d'avoir un objectif clair. L'objectif clair, il va être hyper important parce que il va orienter votre volonté de progresser. Alors qu'est-ce que j'appelle un objectif clair? Un objectif clair, ça va être, on va se dire, oh tiens, aujourd'hui par exemple, je vais travailler mon jump shoot par exemple. Alors donc je vais me mettre face au panier ou en tout cas sur le terrain et je vais à un moment donné bloquer mes pieds, sauter, tirer en suspension. Le jump shoot, c'est ça. Donc ce qu'il faut quand même pour voir si on atteint son objectif, c'est quand même que l'objectif il soit quantifiable et qu'il soit mesurable. C'est-à-dire que si jamais vous vous dites, ok, aujourd'hui là, je sais pas, après le collège ou après l'école, je vais sur le terrain et je vais essayer de tirer 100 shoot. Je vais faire 100 shoot. Et sur 100 shoot, bah évidemment, vous comptez ceux qui rentrent. Comme ça, si votre objectif c'est d'avoir le meilleur pourcentage de réussite possible, et bien tout de suite vous allez voir et vous allez pouvoir noter un petit peu ces séries-là. C'est-à-dire que si jamais vous dites, bah tiens, il y a 3 semaines, sur 100 shoots, j'en avais mis mais que 42, là je suis à 52, et bien il y en a 10 de plus, ça veut dire que j'ai une vraie progression, je suis passé au-dessus des 50%. Et à partir de ce moment-là, et bien dans ces cas-là, je peux peut-être travailler une autre partie de mon shoot. Donc ça, souvent, moi, je vous invite à vous dire si jamais vous voulez travailler, notamment là, pendant qu'on est en arrêt dû aux mesures sanitaires. Ce que je vous propose, c'est d'essayer d'avoir des vrais objectifs comme ça, de se dire, bah tiens, aujourd'hui, je vais faire X shoot, ou alors, par exemple, je vais tirer autant de shoots ou de lancers francs que possible, jusqu'à temps d'en atteindre 50, admettons. Et là, dans ces cas-là, bah, évidemment, les séries peuvent être très très longues. Tiens, j'ai une petite anecdote à ce propos. Il y avait un joueur il y a quelques temps qui s'appelait Larry Bird. Et Larry Bird, un jour, on lui a demandé est-ce que tu pourrais essayer de compter combien il te faudrait de shoot pour marquer 100 tirs à 3 points? Bah, il lui en a fallu 103. C'est-à-dire qu'en fait, il a tiré 103 fois, il en a mis 100. Là, on est quand même sur à peu près le top niveau du shooter. Des gars comme Hervé Dubuisson, c'était un petit peu la même chose. Deuxième conseil, ce que je vous propose, c'est plutôt de bosser votre mécanique. Ce qu'il faut, c'est essayer de mettre en place une mécanique de shoot et surtout trouver le bon rythme. Parce que le shoot, c'est ni plus ni moins que la réunion des deux, la mécanique et un rythme cadencé. C'est-à-dire qu'il faut répéter des milliers de fois le même geste pour être sûr qu'à un moment donné, et notamment quand on arrive en match, les shoots puissent rentrer. Et ça, c'est hyper important. Donc, vous positionnez bien vos mains à la réception du ballon, tout ce qu'on fait à l'entraînement, en fait, voilà, vous le faites, vous pouvez le faire seul. C'est-à-dire que vous lancez la balle contre un mur, admettons, vous positionnez bien vos mains, elle revient vers vous, vous la prenez, catch, shoot, vous mettez dedans, ou pas, mais peu importe, vous allez voir qu'il y a un moment donné, votre progression, elle va être très très nette. C'est-à-dire que vous allez comprendre quel geste marche bien, dans quelle position, et surtout comment je fais, ou en tout cas à quel moment je vais pouvoir déclencher mon tir. Et à partir de ce moment-là, quand on se comprend soi-même, bah évidemment, ça va aller beaucoup plus vite. Et puis ensuite, après, bah évidemment, c'est au coach de pouvoir corriger un petit peu votre geste. Conseil numéro 3, ça va être vraiment en mode game times. On s'entraîne comme si on était en match. On veut faire on va dire un entraînement de shoot, mais on prend des shoots qu'on ne prendra jamais en match parce que, évidemment, en match, on a la défense face à soi. Donc, si jamais on ne met pas un minimum d'intensité dans son propre entraînement, même tout seul, et bien dans ces cas-là, ça ne va pas avoir de conséquences positives sur votre tir. Donc, moi, ce que je propose souvent à mes joueurs, c'est vous prenez la balle, vous mettez donc bien vos mains, comme j'ai dit, la triple menace, vous faites éventuellement rebondir la balle pour faire du catch and shoot, vous bossez un peu le step back, éventuellement le step side, c'est-à-dire mettre une petite feinte avec un dribble sur le côté et puis on déclenche son tir. Et surtout, si on veut bosser les lancers francs, ça par contre je le fais de temps en temps à l'entraînement, c'est-à-dire que je couple un match, hop, pour dire toi, tu tires de lancer franc. C'est-à-dire que quand on vient de faire des contre-attaques, quand on vient de courir, on est essoufflé, on a le cardio qui est très très haut et donc c'est souvent des situations de match. Et quand on a la faute et qu'on a 2 lancers à tirer, et bien souvent, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de souffler pour justement prendre nos tirs en étant calme et justement en mettant en place notre mécanique.
Conseil numéro 4, mettre de côté la peur de l'échec. Surtout, c'est d'être très patient. Le tir, c'est quasiment ce qu'il y a de plus difficile au basket. C'est-à-dire que être vraiment très adroit, d'ailleurs on peut le voir, hein, les meilleurs joueurs qu'on peut regarder souvent ont des pourcentages de shoot qui sont très très loin des 100%. C'est-à-dire que évidemment, plus on va s'éloigner du panier, plus on va avoir des chances de le rater. Donc, surtout, l'idée, c'est de ne pas être trop impatient. Restez patient. Et puis, si jamais vous devez en rater 100, en rater 200, dites-vous que le prochain, il va être dedans. Et que grâce à ça, c'est là que vous allez réussir à mettre dedans et surtout juste vous améliorer. Et surtout, l'idée, c'est de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Donc, il y a des exemples. Hein. Karim Abdul-Jabbar, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez ce joueur. Karim Abdul-Jabbar a inventé une sorte de tir en crochet qu'il appelle, c'est un bras roulé, donc ça s'appelait le skyhook. Et ça, en fait, c'était à une époque où la règle de la phase descendante n'existait pas. C'est-à-dire qu'on pouvait contrer un petit peu comme on voulait. Et lui, il a réussi à enrouler une balle, c'est-à-dire à lui faire un arc de cercle très très haut pour qu'elle puisse retomber directement dans le panier. Et ça, c'est juste un ajustement. Il y a Dirk Nowitzki aussi, un joueur allemand qui a pris sa retraite assez peu, donc là je parle de joueur NBA. Lui par contre, il a eu besoin de faire un petit peu comme Tony, vraiment travailler son mouvement et surtout la position de ses mains. Il n'arrivait pas à bien mettre, et dès l'instant où il a réussi à mettre ça, il a eu un shoot d'enfer. Stephen Curry évidemment, Stephen Curry, faut savoir qu'il a les chevilles hyper fragiles, et comme il a été blessé, il s'est dit je vais plus tellement pénétrer et je vais rester très très loin du cercle, et grâce à ça il a développé une technique de tir, et là on peut dire quand même que y a de sacrés bons résultats. Donc surtout essayez de mettre au point votre plan d'entraînement et gardez ça en tête, tout ce que je viens de vous dire. Essayez vraiment de vous fixer cet objectif là et puis de progresser lentement, de prendre votre temps, et c'est pas grave si vous ratez. C'est juste un petit coaching mental qui est très rapide. C'est la peur de l'échec. On en a parlé juste sur le sujet d'avant, c'est-à-dire que j'ai peur de rater. Et je le vois beaucoup chez les jeunes, en règle générale. Alors j'ai été coach U15 filles, il y avait une certaine forme d'appréhension. Là, avec les U15 garçons, il y a une autre forme d'appréhension. Et c'est vraiment étrange de se voir privé de ce qu'on aime faire, tout simplement parce qu'on a peur de rater. Alors dites-vous bien une chose, que tous ceux que vous admirez, n'importe lesquels qui ont un succès retentissant, qu'ils soient sportifs ou pas, dites-vous qu'il y a un moment donné, ils ont raté. Ils ont vraiment raté. Et donc, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça fait juste partie de la réussite. Alors surtout, si jamais vous vous dites comme j'ai peur de rater mes tirs en match, je vais jamais en prendre, mais j'aimerais bien quand même marquer, ça va quand même être difficile. C'est-à-dire que si jamais vous avez peur de prendre un tir parce que vous avez peur de le rater, c'est beaucoup plus embêtant. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas connaître la joie d'avoir marqué. Donc ça, c'est un petit peu le point sur lequel il faut travailler. Deuxième point. Le deuxième point, c'est que la peur de l'échec, souvent, elle est proportionnelle, on va dire, au nombre très faible d'échecs. C'est-à-dire que les gens, alors c'est une façon de parler, mais les gens qui ont l'habitude de rater, ça les gêne plus. Et donc du coup, ils vont se projeter très très vite vers la réussite. C'est-à-dire que dès l'instant où quelqu'un se dit, j'ai raté 3, 4, 5 fois d'affilée, ils vont pas avoir peur de faire la 6e et la 7e fois et de la tenter. Alors que quelqu'un qui rate pas, évidemment, il va avoir peur de rater, donc il va pas tenter. Et s'il tente pas, évidemment, il aura moins d'échecs que celui qui a tenté plein de fois, mais il aura aussi moins de réussite. Donc ça, gardez ça quand même en tête. C'est pas grave de rater. Et surtout, moi je parle de basket, attention, mais ça peut être aussi adaptable à des tas d'autres sujets. Surtout, n'ayez pas peur. Vous pouvez tout à fait prendre des tirs et réussir. Même si vous en avez raté quelques-uns. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que par match, il faut prendre tous les tirs qui se présentent, mais en résumé, si jamais vous avez un tir ouvert et que en plus, personne ne monte sur vous, faites-vous plaisir, prenez-le. Et puis, s'il est raté, il est raté, vous ferez mieux la fois prochaine. Et surtout, il y a la notion de plaisir. La notion de plaisir, c'est-à-dire que si jamais je m'empêche d'avoir le plaisir de jouer,
Tout simplement, là je pense à un joueur en particulier, c'est pour ça que j'ai un peu hésité. J'ai un joueur dans mon équipe qui ne veut pas participer au match parce qu'il a peur que ce soit à cause de lui qu'on perde. Alors déjà, il faut se dire que c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on on va pas perdre à cause d'un seul joueur. On peut éventuellement reprocher, si jamais le match il est un petit peu serré, on peut éventuellement reprocher un shoot pas super en toute fin de match et c'est ça qui nous fait perdre le match. Et encore, moi personnellement, je le reprocherai jamais à mes joueurs d'avoir voulu gagner le match et d'avoir pris un tir qui est raté. Mais si je reviens sur ce joueur-là, il s'interdit purement et simplement de pratiquer le basket en match parce qu'il a peur de rater. Et je pense que c'est une attitude qui n'est pas bonne, ou en tout cas c'est une position qui n'est pas bonne. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si jamais il vient, si jamais il participe, il aura déjà l'impression de faire partie de l'équipe, de faire partie d'un grand tout. Et ça, c'est quand même plutôt la fierté qu'il faut avoir. C'est la fierté d'avoir participé, la fierté de faire des choses. Le dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est juste être persévérant. C'est-à-dire, comme je vous ai dit juste avant pour le shoot, si vous en ratez 200, ne vous arrêtez pas. Continuez. Il y en aura forcément qui vont bien et puis vous allez voir que votre marge de progression, en plus, elle va être beaucoup plus grande. Et ça, c'est vraiment bien. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me turlupine toujours un peu. C'est quelqu'un qui abandonne au premier échec. Plus on va aimer ce qu'on fait, et moins ce sera gênant. Il y avait quelqu'un que j'avais entendu dire, plus on a une capacité à encaisser les coups et les claques, moins c'est grave quand on en prend. Et c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que si jamais on se dit j'ai perdu, on a perdu 10 matchs d'affilée, mais par contre le prochain il est pour nous, et donc faut revenir parce que tout simplement on aime ça. Et à partir du moment où on aime pratiquer le basket, dans ces cas-là revenez, et surtout la peur de l'échec ne doit pas être un frein. Et ça, c'est vraiment juste le petit coaching mental que je voulais faire avec vous ce soir. C'était juste, même si vous avez un petit peu peur, même si vous avez peur d'être un peu ridicule à certaines fois, dites-vous que de toute façon, d'une part, c'est tout le monde. Et en plus, au bout, il y aura forcément la réussite parce que vous aurez déjà, ne serait-ce que le plaisir d'avoir participé, d'être avec les copains et d'avoir fait un match et d'avoir porté le maillot avec ce beau logo. Voilà. Hop. Ok, allez. J'ai débordé un petit peu, mais on va s'arrêter là pour ce soir, pour que ce soit vraiment pas long et que ça continue d'être sympa et amusant. Ah, je vois un logo de l'OM qui s'affiche là. Un logo de l'OM. C'est peut-être pas le bon soir pour le sortir. Bon, je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie de vous être juste mobilisés parce que évidemment, moi en tout cas, ça me fait très plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Merci beaucoup. Allez, on va raccrocher là. On a dépassé de 7 minutes. Merci. Merci à toi, Aymeric. Merci, c'était cool. Merci à tous ceux qui ont participé, tous ceux qui étaient là. Et passez surtout. Au revoir. Au revoir. Salut Maxence. Et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez, ça raccroche.